Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Valentin Lungelstrass, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint aux mobilités et aux espaces publics de la ville de Lyon. Alors, on revient avec vous sur le dernier conseil municipal avec une opposition qui était particulièrement dynamique. Il faut dire que les sujets ne manquaient pas, notamment le rapport de la Chambre régionale des comptes qui vous épingle sur le nombre de collaborateurs du maire. Est-ce que finalement, parce qu'il y avait un peu un manque d'expérience politique dans votre équipe, vous avez gonflé le nombre de collaborateurs? Je crois que sur le rapport de la Chambre régionale des comptes, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites en conseil, effectivement. Par ailleurs, il y a une procédure qui est en cours, donc je resterai très synthétique sur ce sujet-là. Par contre, on a une situation en arrivant qu'on a modifiée en fait sur le sujet des chargés de mission thématiques, hein. C'est ça le sujet qui est mis en avant par la Chambre régionale des comptes. On a bien modifié la situation. Ça ne leur convient pas. On a dit qu'effectivement, on ne partageait pas la vision qu'ils avaient du travail de ces agents administratifs. Malgré tout, on va évidemment faire les changements parce que c'est ce que préconise la Chambre régionale et donc on va eh bien faire les modifications aussi en interne pour s'adapter à ce qu'ils disent. Par ailleurs, le rapport qui était à la base sur la communication de la ville de Lyon est très positif justement sur y compris l'utilisation des fonds publics pour la communication institutionnelle de la ville de Lyon. Vous dites que les coûts de communication ont baissé. Je vous reproche un manque de transparence sur la mise en œuvre complète de la politique de communication. Il y a quelques reproches sur notamment les publicités ou les communications en partenariat avec certains médias qui peuvent être faits, après où globalement l'ensemble des médias sont représentés, donc où il n'y a pas un sujet de diversité médiatique qui est manquante. Ce qui est surtout pointé par la Chambre régionale, c'est qu'effectivement il y a un bon usage de l'argent public là-dessus, qu'il n'y a pas comme dans d'autres collectivités une mise en avant particulière du politique, mais des politiques publiques, et c'est bien l'objectif de la communication de la ville de Lyon d'aller en ce sens-là. Juste pour finir, Pierre Oliver, quand il est monté au créneau sur le sujet, pointe que vous aviez 36 personnes au cabinet, quand le ministère de l'Intérieur, lui, en a que 15, et notait notamment que un de vos collaborateurs, votre chargé de mission, avait en réalité une mission très, très politique et communiquait sur la politique de développement des pistes cyclables. Alors déjà, je n'ai pas deux chargés de mission, je crois que c'est important de le dire. Après, Pierre Oliver est souvent dans le mensonge et dans l'approximation. Après, il faut le dire, on a des agents qui, d'une manière générale, sur 8000 agents, eh bien, sont des as du sport, sont engagés dans de l'associatif, sont élus même dans leur commune, y compris dans la métropole. Donc après, oui, on a des agents qui sont engagés, on va dire, dans la vie sociale, dans les questions de solidarité sociétale, environnementale aussi. Ce n'est pas un problème, effectivement, d'avoir des agents engagés par ailleurs. Et vous agace, Pierre Oliver, j'ai vu sur les réseaux sociaux que vous avez salué sa nomination au cabinet d'Aragon en disant « Ah, les souris dansent et il est temps de faire l'alternance à la mairie du 2e arrondissement ». Oui, absolument. Je crois qu'il assume là son désintérêt pour Lyon, pour le 2e arrondissement aussi, en partant au cabinet ministériel, parce que en fait, ce n'est pas comme prendre une délégation supplémentaire à la région. Un travail en cabinet ministériel, c'est être à 180%, c'est être à fond. Et effectivement, on a très peu de temps pour autre chose. Là, en l'occurrence, Pierre Oliver assume que effectivement, c'est de gravir des échelons, d'être proche du pouvoir, qui sont les sujets qui l'intéressent, moins d'être à Lyon. Je pense que c'est une clarification qui est utile. Il a dit qu'il serait 5 jours sur 7 à Lyon. Oui, en l'occurrence, il va faire 2 jours à Paris, mais le reste, il est en télétravail. Et comme vous le savez, le télétravail, ça reste effectivement du travail pour le cabinet ministériel. Certes, il sera à Lyon, mais il travaille pour Paris. Donc je pense que ce n'est pas bien sérieux. Je pense que pour le 2e arrondissement en particulier, on a besoin de quelqu'un qui est plus engagé que lui. Et puis pour Lyon, c'est une évidence. Par ailleurs, vous l'avez dit, dans son propre camp, du coup, un Christophe Marguin, une Béatrice de Monti vont évidemment jouer là-dessus pour prendre le lead de la droite à Lyon. Alors, pour finir sur Pierre Oliver, on ne va pas faire toute l'émission sur lui, mais en revanche, il vous envoie un satisfecit sur le quai-il site. Vous avez renoncé à faire un double sens cyclable. Alors ça veut dire pour les vélos une mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne pourra pas remonter les quais de Saône du côté de la presqu'île, alors que ça manque, il n'y a pas d'itinéraire balisé en presqu'île dans ce sens. Sur le quai-il site et Joffre, qui est honnêtement un des sujets peut-être les plus compliqués du mandat, à mon sens, ce qui peut paraître étonnant parce qu'on a traité de plein de projets différents, dans plein de configurations différentes, mais en réalité, avec ces 5 largeurs différentes, avec une courbure, c'est un sujet réellement compliqué. On a fait beaucoup d'ateliers avec les habitants, avec les usagers. On a trouvé une solution que je qualifierais de compromis. Effectivement, d'abord de sécuriser les flux vélos vers Perrache et de maintenir globalement le stationnement effectivement côté façade, en plus de la voie automobile et bus. C'est la solution de compromis qui permet à court terme de sécuriser tout le monde.
Et pour les flux vélos qui vont vers le nord, effectivement, vers la place Bellecour et autres, eh bien, ce sera plutôt la rue Vaubecourt, qui est déjà une rue avec un flux automobile correct qui permettra de faire ce trajet-là. Ça inaugure un peu l'apaisement de la presqu'île. On verra en juin prochain le résultat des travaux. On sera dans les temps. Vous êtes confiant sur la bonne acceptation par les habitants de ces aménagements qui ont fait beaucoup débat depuis ces dernières années? Oui, le projet Presqu'île à vivre, c'est un de nos projets phares, évidemment. Quand on l'a écrit en 2019, on savait que ça allait pas être un long fleuve tranquille, qu'il allait avoir des oppositions, qu'il allait avoir des craintes aussi des commerçants, parce que c'est ce qu'on voit à chaque fois qu'on touche à un centre-ville partout en Europe, partout dans le monde en réalité. Après, le projet, c'est bien embellir la presqu'île, c'est améliorer la qualité de vie pour les habitantes et habitants, c'est sécuriser, conforter aussi les usages pour les différents visiteurs qu'il y a en presqu'île, qui sont évidemment très nombreux. Là, cet hiver, on va avoir des arbres qui vont être plantés sur la place des Jacobins, sur les rues Ferrandière, Tupin, Quatre-Chapeaux, Palais-Grillé. On va évidemment avoir la zone à trafic limité en juin 2025. Donc, on avance bien sur ce projet et je pense que tout le monde en sera ravi, effectivement, une fois que ce sera en place. Tout le monde sera ravi, sans doute, parmi les usagers, les habitants du centre-ville. Est-ce que ça risque pas de renforcer la réalité politique qu'on a vue aux dernières législatives? C'est une vraie cassure, finalement, électorale entre les agglomérations, les centres-villes, et puis le périurbain, le rural, où les gens se plaignent finalement de ne plus avoir accès aux villes en voiture. Je crois que c'est un vrai sujet, effectivement, qui mérite d'être traité d'ailleurs d'une manière plus générale au niveau régional, voire national. On a besoin d'une vision d'aménagement du territoire qu'on a totalement perdu ces dernières années. Chez les écologistes, on porte en particulier effectivement la redynamisation des centres-bourgs, des centres-villes, des petites villes, des moyennes villes. Et là, on est dans une situation particulière où effectivement on est dans une métropole, donc tout y a été concentré en termes d'emploi, en termes de services, en termes d'habitat, mais d'habitat qui effectivement du coup s'est étalé autour de la métropole. Donc, on porte évidemment cette vision d'aménagement du territoire. À court terme, il faut malgré tout répondre à ces besoins que vous avez bien évoqués, qui créent des clivages territoriaux, des besoins de mobilité en particulier. Là, récemment, on a justement prolongé la ligne C10 jusqu'à Brignais, fait des améliorations considérables sur les quarts du Rhône, la ligne 2X notamment, qui est une des lignes les plus utilisées. C'est comme ça qu'on va réussir aussi à embarquer l'ensemble des habitants de la métropole et même de l'agglomération en l'occurrence dans ce changement de mobilité. Après, c'est certain que ce n'est pas juste à travers ça qu'on va réussir à résoudre ce clivage territorial et je pense que ça mérite vraiment une vision plus globale d'aménagement au niveau, comme dit, régional, voire plus important. Vous avez conscience que pour l'instant, vous n'êtes pas du tout entendu par les électeurs qui sont en dehors de l'agglomération? Oui, mais parce qu'on est à un échelon qui est compliqué pour tenir ce discours-là aussi. Quand on est forcément élu de la métropole de Lyon, voire de la ville de Lyon, c'est compliqué de tenir un discours sur les environs. Avec Citral Mobilité, on arrive à parler à d'autres territoires, notamment effectivement du Rhône, où on arrive à mettre des cars du Rhône, des bus, etc. Mais évidemment, on n'est pas là à mener une politique économique, d'aménagement. On n'est pas la région, on n'est pas l'État qui met en place des programmes comme Action Cœur de Ville, etc., pour remettre des commerces en centre-ville. On était récemment avec un maire qui siège au Citral qui nous a raconté justement comment il a réussi à maintenir du commerce dans son centre-bourg parce qu'il a refusé effectivement la grande et moyenne distribution qui s'installe un peu en périphérie. Et du coup, il y a des commerces en centre-bourg, il y a une activité, il y a des gens qui se rencontrent, il y a même des commerces qui veulent s'y installer alors qu'il y a à peine 5000 habitants. Voilà, c'est ça aussi la vision qu'il faut avoir de l'aménagement du territoire. Et alors que c'est effectivement à 30-40 minutes de Lyon en voiture. Et forcément, quand on est en charge plutôt de la métropole, on tient ce discours-là, notamment à travers le SCOT qui est en cours de renouvellement. Mais on est limité parce que forcément, on est la métropole de Lyon et qu'on ne peut pas tenir des discours économiques et territoriaux beaucoup plus larges que ça. Pour revenir sur les dernières élections, il y a un petit décalage entre le résultat des européennes, des législatives, où on a vu que la gauche était assez plurielle, qu'il y avait un renforcement un peu on va dire de la social-démocratie, des anciens socialistes. Et puis, à l'inverse, au dernier conseil municipal, votre équipe municipale, pour remplacer son agenda, elle fait le choix de s'appuyer sur des écologistes. Vous ne faites pas le choix de plus de diversité au sein de votre équipe. En l'occurrence, on a bien une pluralité à Lyon, notamment on l'a vu au niveau des députés, où on a d'abord gagné, on peut s'en réjouir, les 4 circonscriptions de Lyon. On a effectivement une pluralité aussi au sein de nos majorités, à Lyon, à la métropole.
Après, ce qui est certain, et vous l'évoquez, c'est qu'à un moment donné, trop de pluralité dans la gauche, on voit que ça l'affaiblit globalement, parce qu'on n'arrive pas forcément à se mettre d'accord, parce qu'on joue plus sur les divisions que sur l'union. Je pense que maintenant, dans les prochaines années, il faut qu'on aille vraiment vers plus d'union, vers des alliances aussi qui sont plus pérennes, voire des fusions effectivement d'un certain nombre de mouvements pour eh bien, contrer aussi eh bien, notamment l'extrême droite, aussi la droite qui est aujourd'hui au gouvernement, pour proposer un projet vraiment aux Françaises et aux Français. Ça, c'est évidemment important maintenant pour la gauche. Et pour ça, il faut effectivement réduire ces divisions et jouer davantage sur la vision de la société qui nous rassemble. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est pour satisfaire les différentes composantes de votre majorité que vous avez investi dans des nouveaux locaux pour les groupes politiques. À droite, vous reproche un investissement qui est fait pour l'accessibilité, mais en disant qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont aujourd'hui pas accessibles, notamment des écoles, et qui auraient pu être prioritaires. En l'occurrence, on investit énormément dans l'accessibilité effectivement de notre service public. Nous, on a beaucoup regretté ces propos du groupe de la droite parce que, d'une part, tout le monde peut être à un moment donné dans une situation, effectivement, d'être dans un fauteuil ou d'avoir des problèmes de mobilité. En l'occurrence, il y a une élue, effectivement écologiste, Audrey Enoch, qui est dans cette situation-là et qui, du coup, eh bien, a du mal à rentrer dans des locaux de groupes politiques. Mais c'est bien un sujet global et on a beaucoup regretté ces propos parce que je pense que ça montre aussi eh ben, que le sujet n'est pas totalement mature bien, dans l'ensemble des composantes politiques que de tenir des propos tels sur le handicap et sur l'accessibilité, comme si eh bien, ce n'était que la situation actuelle, là, un instant T, qui prévalait pour organiser les locaux des groupes politiques. Juste un mot pour finir, puisque cette saison, c'est la Vogue des marrons qui ouvre. On se souvient qu'en début de mandat, vous avez l'ambition d'arrêter les gadgets made in China. C'est un pari perdu. En tout cas, d'abord, je me réjouis du retour de la Vogue des marrons et je tiens à dire que là, notamment, il y a une grande roue qui s'est installée au Gros Caillou avec une vue imprenable sur l'ensemble de la vallée, le Bugey, les Alpes. Et donc, je pense que ça va être effectivement un succès important. Après, sur les évolutions de la Vogue des marrons, je l'ai dit en toute transparence à l'ensemble des acteurs étant en charge de ce dossier, effectivement, on va apporter des évolutions année par année. Il n'y a pas de révolution de la vogue qui doit avoir lieu parce que d'une part, il y a des forains qui doivent s'adapter aussi d'année en année. Et puis, je pense que c'est le plus réaliste, effectivement, d'apporter des évolutions. C'est ce qu'on a fait depuis le début du mandat sur les déchets, sur le nettoiement où il y a énormément de choses qui ont été faites, sur la sécurité aussi avec une meilleure collaboration entre les services de sécurité payés par les forains, la police municipale, la police nationale, sur effectivement les manèges, les cheminements piétons. Bref, on apporte des évolutions au fur et à mesure. C'est certain qu'il n'y aura pas de révolution de la Vogue des marrons aujourd'hui. Donc les cadeaux, ce ne sera pas pour tout de suite. Donc les cadeaux, on avance aussi. On a mis en lien des forains, vous voyez, avec des associations qui font aussi des jouets, notamment reconditionnés, etc. Donc on avance sur ce sujet. Après, il ne faut pas s'attendre à ce que effectivement l'ensemble des manèges, là, d'un jour à l'autre, auront des cadeaux éthiques et qui sont en bois ou je ne sais quoi. Ça, c'est certain. Valentin Lumiel-Strass, je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.